Le game over est un élément pleinement relatif aux jeux vidéo. Pour la majorité des jeux, il est associé à un retour en arrière dans l'aventure, punissant ainsi le joueur pour sa défaite. Dans l'horreur, ce game over est généralement synonyme de mort du protagoniste. Dans ce style de jeu où le mimétisme avec ce dernier est la clé principale de la peur, il convient alors de réussir à faire craindre au joueur la mort de son protégé et ce, par tous les moyens possibles. La mort ne s'arrête donc pas qu'à l'acte de recommencer la partie. Dans cette vidéo, nous allons entre autres voir comment amener ce game over, comment le sublimer, puis comment le faire regretter. Avant de rentrer dans l'explication des procédés de l'aménagement du game over, parlons d'abord de la représentation de la mort auprès du joueur. Ce qui est paradoxal dans le survival horror, c'est que la mort est un obstacle à la peur, notamment si celle-ci est répétée. En effet, la connaissance de ce qui se passe en cas d'échec retire une part de l'inconnu lié à l'ennemi, car on connaît alors le sort que celui-ci nous réserve. La majorité du sentiment de peur s'exerçant de façon intérieure et inconscient, le simple fait d'imaginer ce qu'il se passerait en cas de game over suffit à le faire craindre. La connaissance des mécaniques d'un jeu retire la peur de ce que celle-ci pouvait apporter. Si vous saviez ce qui se passerait après votre mort, la craindriez-vous autant ? L'imagination, notamment dans l'horreur, nous fera toujours penser aux pires possibilités. Je ne me souviens pas d'être mort dans Outlast. Eh bien les ennemis de ce jeu m'ont toujours autant terrifié au long de l'aventure. La marge laissée au joueur entre deux coups permet généralement de fuir avant de se faire tuer. Ainsi, la crainte de perdre, renforcée par l'ignorance de la vie exacte qu'il reste, maintient un sentiment de pression constant durant la fin de l'affrontement. Ce sentiment est renforcé dans les jeux où la difficulté se trouve parfois être plus grande. Dans Little Nightmares, par exemple, chaque feat de boss implique une dextérité sous sang-froid, régie par le simple fait que l'on meurt en un coup. Les boss étant assez lents et se faire repérer par ces derniers étant assez rares, la tension à leur présence est très pesante, notamment qu'une fois repérés, c'est la fin. On avance alors à tâtons, on craint notre sort et par là même de devoir recommencer une scène éprouvante. Malheureusement, une difficulté conséquente et assumée implique potentiellement une mort récurrente et donc, à long terme, une frustration et diminution de la peur. Par exemple, dans Little Nightmares 2, les combats contre les petits ennemis sont moins prenants que les boss. Ces derniers étant aussi dangereux que vifs alors que notre protagoniste est lent et faible, mourir est quasi obligatoire à chacun des combats, le temps d'apprendre de nos erreurs. Ainsi, certaines scènes relèvent vite de la corvée, notamment quand ces ennemis sont nombreux. La bonne idée aurait pu simplement être que l'arme tenue prenne parfois le premier coup au lieu de nous tuer, nous obligeant ainsi à la ramasser pour continuer le combat, en priant de ne pas se faire toucher à nouveau. Dans les survival horror plus orientés action où la confrontation est courante, limiter la mort du joueur par ce genre de procédé est évidemment plus difficile à mettre en place et mourir devra donc faire partie intégrante des mécaniques du gameplay. Pour cela, nous allons donc désormais voir comment mettre la mort en valeur. Étant donné qu'une fois la scène de mort arrivée on prend conscience du game over, il est difficile d'avoir peur car on sait que notre action est terminée. Les moments les plus frissonnants sont ceux à proximité du game over, quand la vie est faible, les moyens de fuir limités et chaque action décisive. Connaître l'issue de la situation est moins puissant en émotion que l'instant précédent, car on sait alors qu'il n'y a plus rien à faire. Il suffit de regarder n'importe quel film d'horreur afin de comprendre ce mécanisme de tension précédant l'action. Pourquoi pas dans ce cas, simuler la possibilité d'une dernière ouverture, d'un moyen de se sauver, par exemple en ajoutant un QTE quasi impossible à réaliser. C'est ce qu'avaient fait Resident Evil 4 et les Dead Space avec des QTE pour tenter de se libérer d'une emprise, même quand la vie est quasi nulle, et aboutit alors forcément à la défaite. Le supplice est alors jusqu'au bout. Pourquoi pas aussi continuer le QTE par une animation fausse de l'action à faire, par exemple en ralentissant le rythme du bouton à appuyer pour montrer la détresse et l'impossibilité de réussir à s'échapper d'une emprise, avançant peu à peu vers une mort de toute façon inévitable. L'idée est donc de donner l'impression au joueur qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir, même s'il s'avère futile. Cela engendre ainsi chez ce dernier l'envie de tout donner, et ainsi d'aboutir à une tension à son comble. Après tout ce que j'ai fait, je ne vais quand même pas mourir maintenant. Le plus intéressant est donc de pousser le joueur à s'adapter avec ce qui lui reste, et non pas à abandonner, ce qui lui serait plus facile et réconfortant. Voilà à quoi servent les deuxièmes phases de boss quand on ne s'attend pas. Avec les années, les scènes amenant le game over ont bien évolué. Le temps du protagoniste qui tombe sous le coup de trop est désormais révolu, laissant alors place à des morts bien plus violentes et gore, aussi terrifiantes que jouissives. En effet,
Le souci avec ce procédé d'antan est qu'il permettait difficilement d'associer la notion de game over à celle de mort. Ne pas voir la terreur dans les yeux du protagoniste, ne pas le voir souffrir durant ces derniers instants conscient que la mort le guette, retire une part de la peur au joueur, ayant alors du mal à prendre conscience de ce qu'il se passe. Ce type de mort, très arcade, n'est donc pas assez réaliste pour un jeu d'horreur afin d'octroyer au joueur la peur de mourir à nouveau. Dans les jeux Dead Space, une véritable cinématique vient annoncer la mort. On a presque l'impression d'avoir affaire au dénouement du jeu, les vidéos pouvant durer. Les idées ne manquent pas et sont aussi plaisantes qu'effroyables à regarder. La seule chose dommage dans les morts de ce jeu est de ne pas pouvoir voir l'horreur sur le visage d'Isaac et donc d'en prendre pleinement conscience, bien que son casque l'en excuse. Dans Remothered, en revanche, les expressions exprimant la peur de la mort sont belles et terrifiantes, faisant culpabiliser lors de l'échec. Outre les images, les sonorités sont aussi importantes afin de faire prendre conscience de la violence subie et créer le dégoût. C'est ce que fait à merveille le jeu Visage, qui ne fait pourtant que suggérer la mort par le son. Afin de ne jamais avoir l'impression de connaître l'ennemi et le sort qu'il nous réserve, il est possible de varier les sorts subis. On peut par exemple aléatoirement subir une mort brutale, une mort lente, et une fois se faire emmener dans un coin inconnu. Quoi qu'il en soit, il faut parvenir à exprimer l'idée que la mort est une fin en soi, et que celle-ci aura des conséquences sur la suite de l'aventure. Le joueur devra donc payer sa défaite, car si dans le jeu vidéo il y a récompense en cas de victoire, il doit aussi y avoir punition en cas d'échec.